Bienvenue à tous les curieux. Oh, j'ai comme l'impression qu'on parle des Sentai ici. Le début des années 2000 a vu fleurir en Occident de nombreuses adaptations sur grand écran puis à la télévision de comics américains qui narrent de manière toute bien personnelle le combat de super-héros contre des super-vilains et toutes sortes de créatures. C'est quoi ça, Magneto? Un mutant particulièrement puissant qui pense qu'une guerre couve entre les mutants et le reste de l'humanité. Et l'avènement de cette ère fut le succès phénoménal rencontré par le premier film nous montrant la réunion de plusieurs super-héros Marvel dans un seul et même film, Avengers. Les héros unissant leurs pouvoirs complémentaires pour lutter contre une menace à laquelle aucun d'entre eux ne pouvait s'opposer seul. Mais de l'autre côté du globe, aux antipodes et plus précisément au Japon, les créateurs n'ont pas attendu le début du 3e millénaire pour nous proposer les aventures d'équipes de super-héros complémentaires qui combattent des menaces toujours plus grandiloquentes. Et leurs escadrons super-héroïques sont présents là-bas depuis le milieu des années 70. Il est donc temps de vous en faire la présentation avec l'un des plus grands fans du genre. Et laisse-moi te parler d'une de mes passions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Jerry de la chaîne Le Blabla Show, je vous fais découvrir les Super Sentai. Les Super Sentai, ou parfois abrégé Sentai, ce qui signifie escadron de combat, est un genre de fiction japonaise portée vers la SF, né à la télévision nippone et qui a vu le jour en avril 1975 sur la chaîne TV Asahi. C'est en effet un sous-genre du tokusatsu, c'est-à-dire de fiction locale, basée sur les effets spéciaux et dont le Godzilla de 1954 produit par la Toho fut la première itération. Après un succès retentissant au cinéma, les tokusatsu ont envahi la télévision japonaise et de nombreuses déclinaisons en découlèrent. Il y eut notamment les séries Kaiju, qui mettaient en scène des monstres hérités de Godzilla, mais aussi celles où la star n'était pas le monstre, mais le super combattant qui lui faisait face, créant ainsi une bien meilleure identification du téléspectateur. On pourra citer entre autres les Ultraman Series, où des humains contrôlent des géants extraterrestres pour lutter contre des Kaiju, les Kamen Rider Series, où des super-héros cybernétiques se transforment à l'aide de leur ceinture et luttent aussi contre d'ignobles créatures, mais cette fois au guidon de leur moto. Les Metal Hero Series, qui mettent en scène des super shérifs intergalactiques dont le premier fut Xor, revêtant une armure métallique étincelante pour combattre les sombres desseins des ennemis de la Terre et à laquelle j'ai déjà consacré une vidéo. Et enfin, celle qui nous intéresse aujourd'hui, les Super Sentai Series, qui nous présente des équipes super-héroïques dont les personnages sont différenciés avant tout par leurs couleurs respectives, souvent une couleur flashy comme le rouge, qui est souvent le chef, le bleu, le vert, le rose et le jaune, bien que parfois le blanc et le noir fassent aussi leur apparition, mais de manière bien plus sporadique. Historiquement, le premier Sentai fut Go Ranger, dont la diffusion débuta le 5 avril 1975. Elle fut créée par Shotaro Ishinomori, qui avait une grande expérience dans les mangas, mais fut aussi le créateur de la première série Kamen Rider, et c'est lui qui supervisa tout l'aspect créatif de la série. Cette dernière comprend 84 épisodes de 25 minutes environ, et se caractérise par l'emploi d'une équipe et non d'un héros seul, ainsi que de costumes en tissu à la place d'armure. Le show est produit par la Toei ainsi que par Bandai et rencontre un franc succès, ce qui pousse ses producteurs à récidiver en 1977 avec Jack. Cette dernière ne compte que 35 épisodes et fut quant à elle un échec, forçant Ishinomori à lâcher ce genre de production. Ces deux séries ne constituent pas à proprement parler des Super Sentai, du moins à l'époque, car cette franchise n'a pas encore été créée. Par contre, elles en sont assurément le prototype et contiennent déjà tous les codes de ce sous-genre, devenu avec le temps un genre à part entière. Et elles seront intégrées à cette franchise en devenant ainsi les séries pilotes, en quelque sorte, entre la fin des années 1980 et le début des années 1990. C'est en 1979 que naît le premier véritable Super Sentai avec la série Battle Fever G, une collaboration entre la Toei et les Américains de Marvel. Le terme Sentai, signifiant littéralement escadron de combat, est quant à lui hérité des escadrilles de pilotes d'avion nippons durant la Seconde Guerre mondiale. Cette série fixe les codes très stricts qui furent déjà établis par Go Ranger, à savoir l'équipe, le plus souvent mixte, de terriens qui combat une menace la plupart du temps extraterrestre, en revêtant chacun une sorte d'armure. Ils sont très souvent 5, car en Asie on compte 5 éléments et non 4, le feu, la terre, l'eau, le bois et le métal. Mais ce nombre n'est absolument pas strict. Ils portent chacun une armure de couleur et possèdent un pouvoir spécifique en lien avec le thème de la série, qui est différent à chaque fois. Chaque année, une série différente est créée. Celle-ci n'a aucun lien avec celle qui la précède et elles possèdent toutes un début, un milieu et une fin bien spécifiques, même si la même recette est appliquée à chaque fois. Tout d'abord, nous faisons connaissance avec nos héros et nous découvrons comment ces derniers sont amenés à devenir des super-héros et à travailler en équipe.
Ces derniers ont très souvent un mentor, la plupart du temps un scientifique. Au premier tiers de la série, un nouvel élément apparaît et ce dernier change la donne. C'est parfois un nouveau méchant, mais cela peut aussi être un nouveau héros. Au deux tiers, c'est un tournant majeur qui nous est proposé, avec de nombreuses révélations, quelques réponses et les premiers généraux ennemis qui sont vaincus. Les derniers épisodes, quant à eux, voient les principaux ennemis tomber un à un jusqu'au boss final. Les dernières intrigues se résoudre ou se dénouer, puis nous assistons à un court épilogue qui clôt définitivement la série. Se basant sur cette recette où les épisodes se ressemblent également comme dans les formula shows américains, d'abord une menace apparaît, elle est combattue par l'équipe, puis elle se mue en une itération géante d'elle-même et l'escadron est alors forcé d'utiliser un robot géant pour la vaincre. Les producteurs lancent de nouvelles séries pour succéder à Battle Fever G, dont les protagonistes représentent cette fois-ci un pays. La série suivante est diffusée en 1980 et s'intitule Denziman. Elle est également coproduite par Marvel, mais c'est la première dont les costumes sont créés par la firme Bandai. C'est aussi la première fois que le robot géant se transforme depuis un véhicule, ce qui deviendra récurrent par la suite. 1981 voit surgir Sun Vulcan, où les héros sont représentés par des animaux, un aigle, un requin et une panthère. Puis en 1982 est diffusé Goggle V, où les héros luttent contre le maléfique Death Dark, et l'année suivante Dynaman, dont les couleurs représentatives sont une fois de plus le rouge, le noir, le bleu, le rose et le jaune, prend le relais. 1984 marque un tournant très important dans la franchise, puisque la 8e série Super Sentai se révèle être nulle autre que Bioman, la première série du genre que nous avons vue en France et qui a connu un succès retentissant. En étant diffusée d'abord sur Canal+, puis dans le Club Dorothée. Elle comporte 51 épisodes de 20 minutes et les protagonistes en sont Force Rouge, Force Verte, Force Bleue, Force Jaune et Force Rose. Les deux dernières étant des femmes. L'une d'elles, à savoir Force Jaune, meurt d'ailleurs dans l'épisode 10, puis est remplacée, ce qui n'était arrivé que dans Battle Fever G et donne un ton résolument plus sombre à la série. Ce qui ne l'a pas empêché d'être parodié à outrance, notamment par les inconnus. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Bioman et Dorothée. Je suis Force Jaune devant, marron derrière. Les Nuls et Patrick Sébastien. Héros de l'univers. Mais cela montre avant tout l'immense succès dont jouissait à l'époque cette entrée pour nous autres Français dans le monde des Sentai. En 1985, il y eut Changeman, dont l'histoire est pour le moins paradoxale. En effet, c'est le Sentai qui comporte le plus d'épisodes, à savoir 55 épisodes, mais c'est aussi l'un des moins connus. Par ailleurs, il n'a pas été diffusé en France, alors qu'il est postérieur à Bioman et que les personnages possèdent des doubles totémiques préfigurant les chevaliers du Zodiaque, comprenant Pégase, le Phénix, la Sirène et le Griffon, entre autres. L'année suivante, ce fut au tour de Flashman, qui a quant à elle été diffusé dans le Club Dorothée, mais à partir de septembre 1988. En 1987 débarque Maskman, qui sera diffusé à partir de juin 1988 avec un sous-titre aussi mensonger qu'opportuniste et un brin racoleur pour mieux attirer certains fans, Bioman 2. Alors que, comme toutes les séries du genre Sentai, celle-ci n'a absolument rien à voir avec Bioman, même si, comme dans cette dernière, un 6e héros apparaît en cours de série. Au rayon des nouveautés, signalons les 5 véhicules des personnages principaux qui s'assemblent pour former le robot géant, contre seulement 2 véhicules pour Bioman. C'est en 1988 qu'apparaît Liveman, sous-titré chez nous Bioman 3, pour les mêmes raisons que son prédécesseur, et le générique chanté par Bernard Minet est quelque peu mensonger, puisqu'il prétend que les héros de Bioman sont de retour, faisant croire à une suite alors que ce n'est pas le cas. Par ailleurs, cette dernière est relativement réputée et grandement appréciée pour sa qualité. Dorothée y fait une apparition dans l'épisode 30. Notant aussi qu'elle débute avec seulement 3 héros comme Sun Vulcan, ceux-ci ayant pour totem des animaux, le faucon, le lion et le dauphin. Mais je vais laisser Jerry de la chaîne Le Blabla Show vous en parler, il le fera bien mieux que moi. Salut mon Mikey, comment ça va? Eh ben écoute, là clairement, tu viens d'aborder un sujet dont tu sais, je suis friand. Moi je te propose qu'on puisse parler un petit peu de Shoujo Sentai Liveman, donc appelé Bioman 3 en France pour des questions un petit peu de référencement de putaclic, hein? Non? Bref, année de diffusion 88-89, 49 épisodes qui ont été diffusés sur le Club Dorothée, principalement sur TF1 bien sûr. Mais c'est surtout que le premier épisode a été diffusé le 31 mai 1989, c'est-à-dire 3 mois après la naissance de mon frère. Donc autant te dire que à ce moment-là, le Club Dorothée commençait déjà un petit peu à m'attirer et je découvre ces personnages hauts en couleur que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu auparavant et je tombe éperdument amoureux de ce genre de série. Pour cette saison, il y a une petite particularité par rapport aux
aux autres saisons puisque on aborde seulement 3 couleurs, c'est-à-dire le jaune, le rouge, et c'est aussi la première fois que le personnage bleu est joué par une femme. Alors côté musique de générique, c'est un générique assez simple, alors qu'on ne connaît pas forcément très bien en France puisque nous avions Bernard Minet qui chantait Bioman enfin est de retour, mais au Japon, il faut savoir que la musique originale a été composée par Tatsumi Yano avec un générique qui est interprété bien sûr par Daisuke Shima qui est assez connu aussi au Japon. Et donc là, on est en pleine science-fiction. Hein. De brillants étudiants, Yusuke Amayama, Joe Ohara, Megumi Misaki travaillent sur des combinaisons destinées à l'exploration spatiale. Et leur projet est tragiquement interrompu lorsque 3 de leurs camarades, Kenji Tsuchigata, Ryu Senda et Go Omura, séduits par le pouvoir obscur de la force, rejoignent l'organisation maléfique Volt dirigée par le grand professeur Bias. Et donc, suite à ça, 2 des amis de notre groupe vont mourir. Et donc, nos chers étudiants seront attaqués cette fois-ci par donc leurs 3 anciens camarades complètement métamorphosés, devenus de véritables bêtes de concours obscurs et qui vont attaquer la Terre pour justement prendre un peu une sorte de revanche et montrer un peu leur pouvoir. Sauf que pas de bol, en face, ils vont se retrouver face à nos 3 jeunes gens qui eux aussi auront bien développé leurs capacités, notamment grâce à cette tenue qui n'est plus à destination d'aller dans l'espace, mais cette fois-ci de défendre la Terre. Et donc nous aurons le droit à ces 3 personnages, donc le Red Falcon, Yellow Lion et Blue Dolphin, qui vont combattre donc l'organisation Volt. Ils seront un peu plus tard rejoints par 2 autres personnages, Tetsuya Yano pour Black Bison et Yunichi Aikawa pour Greenside, donc le rhinocéros et le taureau. Voilà, j'espère que cette petite aparté vous aura plu. Je redonne toute la parole à mon ami Mike. Un grand merci à toi Jerry et abonnez-vous sans tarder à la chaîne Le Blabla Show. C'est donc avec cette série que s'achève l'ère Showa, celle de l'empereur Hirohito, à laquelle va succéder l'ère Heisei, celle de son fils Akihito. Celle-ci débute en 1989 avec la 13e série Sentai, Turbo Ranger. Suivront ensuite Fiveman, dont TF1 n'a diffusé que 5 épisodes, et Jetman en 1991, qui s'inspire grandement de la bataille des planètes. Cette dernière est plus sombre et plus violente que les précédentes, et tous les épisodes n'ont pas été doublés en français. D'ailleurs, c'est le dernier Sentai à avoir été diffusé en France sous son format d'origine. Pourtant, elle fut un carton au Japon, contrairement à Fiveman. En 1992, la série The U-Ranger, qui est bien plus drôle et parodique que ses prédécesseurs, connaîtra un destin bien particulier et un succès retentissant, mais sous une forme altérée ainsi qu'un autre titre. Les Japonais auront ensuite droit successivement à Dai Ranger, Kaku Ranger et ses héros ninja, première série dont le chef d'équipe est une femme, O-Ranger en 1995, qui est à la fois l'une des séries les moins appréciées, mais aussi l'une de celles dont les jouets se sont le mieux vendus. Car Ranger sur le thème de la course, qui se trouve être la 20e série du genre, mais aussi une sorte de parodie. Par ailleurs, c'est cette dernière qui permet à la franchise de passer la barre des 1000 épisodes. En 1997 apparaît Mega Ranger dont les héros sont des champions de jeux vidéo, puis Gingaman en 1998 et Go-Go 5 en 1999. En 2000, c'est la série Time Ranger et ses héros venus du futur qui prend le relais, puis successivement Gao Ranger dont la thématique est d'une fois de plus animale, Hurricaneger et ses 3 héros au totem identique à Liveman, Abba Ranger et ses dinosaures tout comme Zyuranger, Deka Ranger et sa thématique policière avec des méchants qui œuvrent de manière indépendante les uns des autres, Magi Ranger avec ses héros frères et sœurs et dont le thème est la magie. En 2006, citons Bogenker puis Genki Ranger, Go-Onger, Shinkenger et ses samouraïs, Go-Saiger, Go-Kaiger et ses pirates en 2011, dont j'ai parlé dans ma vidéo sur les Metal Heroes, car un film anniversaire les met en scène aux côtés de Gavan alias Ixor. Il y eut ensuite Go-Busters, Kyoryuger, Togger, Ninninger, Zyuoger, Kiyu Ranger, Lupin Ranger versus Pat Ranger, qui oppose des voleurs à des policiers, et Ryu Sulger. Puis l'ère Reiwa s'ouvre en 2020 avec Kiramager et suivent Zenkaiger, Don Brothers, King Ogre, Boon Boonger et enfin Gozyuger, la dernière en date en 2025. Certaines séries ont eu des thématiques qui s'inspiraient du succès du moment comme Dragon Ball, Naruto, One Piece et Harry Potter afin de surfer sur une vague porteuse au moment de leur création. En 1992, les Sentai subissent un grand chambardement, mais de manière indirecte. En effet, le producteur et homme d'affaires américano-israélien Haïm Saban, qui chez nous en France avait déjà produit les génériques de Ulysse 31, Contre lui les dieux, des pièges géants, c'est l'Odysseus Ulysse. Goldorak, Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot. les Cités d'Or, Jace, Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie.
l'homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre mes mains. Starsky et Hutch et même Dallas projettent de faire découvrir les Super Sentai aux Américains car ils sont la poule aux œufs d'or. Mais ces premiers essais sont infructueux car ces derniers veulent voir à la télévision des héros qui leur ressemblent et non des japonais. Il a alors l'idée d'acheter la série Zyuranger mais de ne garder en l'état que les scènes en costume et celles avec les robots, retournant toutes celles où les héros sont en civil. Il change totalement le scénario et ajoute un côté sitcom bien vu aux États-Unis. C'est la naissance des Power Rangers, aussi appelés Power Rangers Mighty Morphin. Et le succès de cette nouvelle mouture américanisée est tel, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde, y compris en France, que Saban rachètera plusieurs séries Sentai afin d'alimenter les saisons de son nouveau show pour le moins bricolé, Power Rangers. Il justifiera les changements de costumes, voire de héros et de thématiques, par une évolution dans le scénario bien entendu, une évolution soi-disant nécessaire pour lutter contre une nouvelle menace toujours plus dangereuse. Power Rangers a connu une trentaine de variantes et de nombreux films, et même des jeux vidéo et un merchandising qui donne tout bonnement le vertige. Mais ce dernier avait déjà bien commencé à l'époque des Sentai, et je vais laisser Jerry évoquer pour vous ses figurines préférées. Comme on peut le constater sur ces personnages, vous allez avoir l'intégralité du corps et des membres qui sont en métal. Seules quelques pièces comme les avant-bras, les mains, les jambes avec les pieds et la tête sont en plastique. Tout le reste du corps est en métal peint totalement à l'effigie des différents personnages de la série. Et donc, comme je disais, vous voyez au niveau du personnage bleu qu'il y a des petites boucles d'oreilles, donc ça a été une différence qui a été très marquée par rapport aux différents Super Sentai jusqu'ici, avec les interprétations des femmes sur les jaunes et les roses en général. Et donc, on aura bien sûr, en plus de ces personnages que vous avez ici, on va avoir le DX Live Robot. Donc, comme dans n'importe quel, je dirais, Super Sentai, on a les robots de ces effigies. Voilà, ces personnages sont composés de différents modules. Donc là, vous allez avoir les éléments du Blue Dolphin, vous allez avoir le lion météore ici et le faucon là-haut. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est un personnage. Alors il se démonte totalement, celui-ci. C'est juste que voilà, à chaque fois, c'est un peu la galère de le recomposer. Mais voilà, par exemple, on peut détacher les éléments comme ça. Bref, l'idée, c'était de faire encore une fois quelque chose à la fois en métal, puisque vous avez des pièces de métal comme ici, et vous allez avoir du plastique pour d'autres endroits, comme par exemple les têtes, etc. Donc c'est vraiment un produit hyper qualitatif qui coûtait quand même relativement cher à l'époque, il faut le savoir. C'était quand même pas donné à toutes les bourses. Mais en tout cas, ce robot était plutôt qualitatif. Il existait aussi un autre appareil qui s'appelle donc la Buffalo Machine, que vous pouvez retrouver juste ici. Alors moi, j'ai un modèle format réduit, puisque voilà, j'avais pas forcément les moyens de racheter plus gros, mais qu'on pouvait ouvrir. Et en fait, à l'intérieur de ces différents modules, vous aviez de quoi descendre les différents modules que vous avez ici, mais en tout petit. Donc voilà, et il existe en bien plus gros, dans lequel on peut mettre le DX Robot taille réelle, comme je l'ai là, donc le plus gros modèle. Et vous voyez, par exemple, il y avait différents endroits pour pouvoir ranger les modules qui venaient se détacher. Donc en fait, la Buffalo Machine apportait en fait avec elle les différents modules qui composeront le Live DX Robot, le faucon, le dauphin et le lion. Et en fait, ils sortaient de cet emplacement-là pour pouvoir justement rejoindre leurs différents héros. Et encore merci Mike de m'avoir tendu le micro pour parler de cette passion que sont les Super Sentai. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les Super Sentai. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et faites aussi de même avec la chaîne de Jerry, le Blabla Show. Vous ne serez pas déçus. Ciao! À bientôt pour une nouvelle découverte. Soyez curieux.